Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région. Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi de donner une suite plus historique et culturelle aujourd'hui à nos magazines d'il y a quelques semaines sur Israël, pays d'immigration, puis au magazine ensuite consacré à la bataille de Jérusalem, actuellement livrée par l'islam et une partie de la chrétienté pour nier tout lien entre Sion et le peuple juif, en nous penchant aujourd'hui sur un sujet, disons, d'érudition historique, qui est évidemment lui aussi lié à la géopolitique régionale, en examinant cette fois l'histoire des importants flux de l'aliyah religieuse vers Israël intervenue du début du XVIIIe siècle jusqu'en 1860. Rappelons quelques données de référence pour situer notre analyse. D'abord, il faut préciser que les Juifs venus à cette époque, surtout d'Europe centrale et de Lituanie, notamment ceux liés de près en tant que disciples au fameux Gaon de Vilna, que l'on appelait alors les Pérouchim, s'installèrent en Eretz Israël quelques années à peine après la campagne d'Égypte et de Syrie menée par Napoléon Bonaparte, qui fut exigée en 1799 par le Directoire français pour contrer les volontés hégémoniques de la Grande-Bretagne au Levant. C'est ainsi qu'après sa conquête de l'Égypte, menée dans le but de contrarier le projet de Londres d'ouvrir une route des Indes, Bonaparte est entré en Terre Sainte en passant par Jaffa et Acre, Akko comme on dit en hébreu, avant d'arriver par la Galilée jusqu'aux portes de la Syrie. Or, il s'est avéré qu'après l'échec de cette campagne française, les Juifs de Galilée et de Jérusalem ont beaucoup souffert, car la population arabe les a accusés, j'allais dire comme d'habitude, d'avoir soutenu l'envahisseur Bonaparte. La situation était donc très tendue, surtout pour les Juifs ashkénazes de Jérusalem, qui ne pouvaient avoir alors de communauté depuis la destruction en 1720 dans la vieille ville de Jérusalem de la synagogue de la Hourva, qu'on voit sur notre écran, qu'on verra tout à l'heure, suite notamment aux importantes dettes contractées par le fameux rabbi Yehuda Hanassi. Résultat, les Pérouchim s'installèrent à l'époque plutôt à Safed, à Sfat en Galilée, notamment parce que le bras droit juif du pacha d'Acre qui gouvernait cette région, qui s'appelait Chaim Fari, était intervenu en leur faveur. Deuxième remarque, le statut des Juifs en Terre Sainte pendant cette époque ottomane et surtout au moment du déclin de l'Empire ottoman était devenu très complexe. Et il se déclinait ainsi. La charia, la loi musulmane, réagissait les tribunaux islamiques, si bien que les Juifs avaient un statut inférieur qui est celui du dhimmi. Par contre, un système légal inédit qu'on appelait les capitulations permettait aux consuls étrangers de défendre leurs concitoyens présents dans l'ensemble du monde ottoman, et on en reparlera tout à l'heure. Or, contrairement aux chassidim, les Pérouchim, donc ces disciples du Gaon de Vilna, décidèrent de ne pas accepter la tutelle ottomane et firent tout pour se placer sous le protectorat de ces consuls étrangers. À noter aussi qu'à la base de cette démarche existait un enseignement inédit du Gaon de Vilna, leur maître lui-même, stipulant que le processus de la rédemption est lié à la notion de la Pekida en hébreu, à savoir le souvenir ravivé des promesses faites au peuple d'Israël aux yeux de Dieu. D'où le fait que, selon le Gaon, les nations et puissances étrangères dominantes ont censé jouer un rôle crucial dans ce processus, à l'instar du roi Cyrus, qui, dans l'histoire antique, biblique antique, favorisa le retour des exilés de Babylone au temps d'Ezra et de Néhémia, avant la construction du second temple de Jérusalem. Les Pérouchim n'hésitèrent donc pas à se lier aux représentants locaux de la Grande-Bretagne, de la Russie, de la Prusse ou de l'Autriche. Ainsi, entre 1839 et 1849, pendant une décennie, ces Juifs bénéficièrent d'un statut particulier au sein de ces concilats, dont ils furent d'ailleurs l'un des moteurs du développement. Ce qui contribua aussi à sauver plusieurs fois l'ensemble de la population juive de Jérusalem, toutes communautés confondues, Pérouchim, Chassidim et Séfarades. Autre remarque préalable, il faut préciser que le Gaon de Vilna fit partie du courant qu'on appelle en hébreu des mitnagdim, c'est-à-dire les opposants au mouvement chassidique. Or, ces disciples qui montèrent dans les années 1808-1815 en Israël voulurent mettre l'accent sur le fait qu'ils étaient prêts à se séparer. Ils étaient prêts à se séparer de la diaspora et de ses avantages matériels dans le but de renforcer la présence juive d'Eretz Israël. D'où leur nom, justement, de Pérouchim, qui veut dire séparé en hébreu. Partisans d'un authentique renouveau, ils ne voulaient pas perpétuer en Terre Sainte tous ces conflits intercommunautaires de Lituanie, les conflits de la diaspora bien connus. Autre remarque, qui est un fait remarquable, les disciples du Gaon de Vilna jouèrent un rôle important dans le développement économique d'Eretz Israël et dans le décollage industriel et éducatif de Jérusalem, qui connut ensuite, dans ces nouveaux quartiers
construit à l'extérieur de la vieille ville et à l'extérieur donc de son enceinte de rempart, eh bien, la ville connut un grand bond en avant démographique. Or, les Pérouchim voyaient dans le développement de la terre d'Israël une mitzvah en tant que telle, pas forcément liée avec l'étude de la Torah. Ainsi, le fameux rabbi Chaim de Volodjine décréta que les fonds collectés en diaspora au profit des Pérouchim seraient distribués de façon égalitaire à tous les immigrants en Israël, tant auprès des érudits de la Torah que tous les juifs qui travaillaient, ce qui était assez révolutionnaire à l'époque. Il poussa aussi à l'acquisition de terres en Galilée dans le but d'accomplir concrètement les nombreux commandements spécifiques de la Torah liés à l'agriculture en terre d'Israël. Par ailleurs, lors de sa seconde visite en 1839, puis la suivante, 10 ans après, en 1949, le fameux mécène juif sioniste Moïse Montefiore rencontra plusieurs représentants des Pérouchim qui lui présentèrent des projets agricoles et industriels précis et inédits. Certains se réalisèrent, comme la construction d'une usine de textile à Jérusalem, et puis la construction et la mise en activité toujours à Jérusalem du fameux moulin de Montefiore, installé en dehors des murailles dans le quartier de Yamin Moshe, qui fut dirigé par le rabbi Yitzhak Rosenthal, fils de l'un des disciples du Gaon. Enfin, un autre aspect très significatif de l'importante contribution des Pérouchim dans le vaste processus de retour du peuple juif en Eretz Israël, ce furent leurs tentatives de trouver des solutions aux vifs problèmes de logement des Juifs de la ville de Jérusalem, qui à l'époque devait louer aux Arabes locaux des demeures à des prix atteignant des sommets d'argent. Ce fut ce qu'on appela le mouvement de la sortie des murailles, qui se concrétisa par la création entre 1855 et 1877 de nouveaux quartiers extérieurs à la vieille ville dans laquelle les Pérouchim jouèrent donc un rôle majeur. Ultime remarque, avant de dialoguer avec notre invité, autre rapport décisif des Pérouchim à la constitution du Yishuv, c'est-à-dire le Yishuv, c'est l'établissement juif moderne en terre d'Israël, ce fut l'institution d'un système justement tout à fait lui aussi révolutionnaire, a priori mis en place par ces juifs orthodoxes, qui étaient les Pérouchim, eh bien, l'étude des manières profanes dans les écoles lituaniennes à Jérusalem. Ainsi, sous l'impulsion de leurs dirigeants, comme les rabbins Samuel Salant et Isaïe Bardaki, les Pérouchim développèrent un système scolaire appelé Etzraïm, pour tous les enfants de leur communauté. Divers documents originaux attestent effectivement que ce système était égalitaire et qu'aucun enfant ne fut refusé pour des raisons économiques. Leur objectif tout à fait révolutionnaire, je le souligne à l'époque, était que les meilleurs éléments en Torah puissent continuer à étudier, certes, mais qu'à entre l'âge de 13 ans et de 15 ans, le système Etzraïm puisse diriger les autres enfants vers l'apprentissage d'un métier tout en devant étudier la Torah chaque matin. Des dispositions qui, d'ailleurs, furent en fait appliquées jusqu'en 1948 à la renaissance de l'État d'Israël. Outre l'étude intensive et quotidienne de la Torah, ce programme comprenait des cours d'hébreu, des cours donc de la Bible hébraïque, du calcul, et en envisageant même quelquefois l'apprentissage de l'arabe, ce qui, encore une fois, était tout à fait nouveau à l'époque. Mais comme ce système fut critiqué par certains rabbins non lituaniens, une opposition se leva au sein même de la communauté orthodoxe de Jérusalem contre ces cursus, avec pour résultat la création d'autres écoles uniquement centrées sur l'étude de la Torah, celles qui existent encore toujours aujourd'hui dans le monde ultra-orthodoxe. Eh bien, pour parler avec nous de tout cela, se trouve à mes côtés Emmanuel Schibert. Emmanuel, pour vous présenter en quelques mots, après des études bibliques et talmudiques que vous avez menées au Merkaz Arabe à Jérusalem, la grande yeshiva, on peut dire, du Rav Kook, des deux Rav Kook, vous êtes devenu ingénieur consultant en informatique et aussi un brillant enseignant israélien en Tanar et Talmud. Vous avez mené pendant 6 ans une recherche inédite et approfondie sur le retour à Sion des Juifs d'Europe orientale, depuis Rabbi Yehuda HaChassid jusqu'aux disciples de Gaon de Vilna, une recherche axée sur les flux d'alias religieux vers Israël de 1700 à 1860, qui porte comme intéressant sous-titre, on en parlera aussi, de l'idéalisme au pragmatisme. Précisons que cette étude de plus de 400 pages a fait l'objet d'une thèse de doctorat que vous avez présentée avec succès en 2016 au département d'histoire des religions à l'université Paris 4 Sorbonne, un travail d'ailleurs en voie d'érudition. Alors, première question, Emmanuel, pouvez-vous revenir avec quelques détails, comme vous l'avez fait si minutieusement dans votre thèse, sur le contexte géopolitique régional de l'arrivée des disciples du Gaon de Vilna en Eretz Israël? Alors, donc, on va parler un peu du Gaon de Vilna en 2 secondes.
Le Gaon de Vilna, qui est né en 1720 et décédé en 1797, est considéré comme étant un des plus grands maîtres de l'époque moderne. Il était érudit dans tous les domaines de la Torah. Il a écrit plusieurs commentaires sur la Bible, chose qui était assez originale à son époque dans le monde ashkénaze lituanien, où l'étude était principalement basée sur le Talmud et la loi juive, Shulchan Aruch et les différents commentaires. Il a écrit également des livres de grammaire juive, des livres de Dikduk Eliyahu. Il a écrit également des commentaires sur tout le Talmud hiérosolamite, en le remettant un peu sur la sellette de l'étude juive. Il a également écrit un commentaire sur tout le Shulchan Aruch, et également des livres de mathématiques, un livre Aïl Meshulash, un livre de trigonométrie et d'autres domaines mathématiques. Le Gaon de Vilna était quelqu'un qui était considéré comme étant un vrai génie, maîtrisant tous les domaines de la Torah. Le Gaon de Vilna était très proche de la terre d'Israël. Il a essayé de monter en Israël. Nous avons plusieurs sources et documents qui montrent clairement que, à peu près, quand il avait aux alentours de 40 ans, un peu plus, il a essayé de monter en Israël. Il n'est pas arrivé pour différentes raisons qu'on n'aura pas le temps d'aborder maintenant, mais en tout cas, ses disciples les plus proches, ont bien reçu un enseignement, et sans savoir si le Gaon de Vilna les a poussés personnellement à monter ou pas, en tout cas, nous savons qu'entre 1808 et 1830 à peu près, il va y avoir une vague d'immigration des disciples du Gaon de Vilna et des disciples de son plus grand élève, le Rabbi Chaim de Volodjine, que vous avez cité, et une vague d'Aliyah qui va arriver à plusieurs centaines, après quelques milliers de personnes, et qui va changer de façon assez significative l'aspect et la vision juive par rapport à la terre d'Israël et son développement. Alors, justement, c'est ce que sans doute vous appelez, je cite en substance, l'approche pragmatique du Gaon de Vilna sur la place qu'a Eretz Israël dans le processus de la rédemption. C'est ça qui va pouvoir, au plan théorique et de la pensée, être le legs à ses disciples qui vont donc prendre le chemin d'Eretz Israël, parce que c'était un enseignement tout à fait nouveau à l'époque. Alors l'enseignement est, on pourrait dire, ancien et nouveau. Premièrement, au niveau de la jurisprudence juive, nous savons qu'il y avait, surtout dans le monde ashkénaze, une opposition assez forte dans certains milieux, et je parle bien avant le sionisme, je parle déjà à l'époque du Moyen-Âge, au fait même de devoir quitter l'exil, et pour arriver en Terre Sainte, il y a ce qu'on appelle les 3 serments. C'est un passage du Talmud de Babylone à la fin de Tedektubot, qui stipule que l'Éternel n'est pas d'accord que les Juifs se rébellent contre le décret de l'exil, et on ne peut à ce moment-là, il y a une interdiction de monter en Terre Sainte. On pourrait dire que la vie du Shulchan Aruch, la vie de la plupart des grands décisionnaires est absolument à l'encontre. Maïmonide dit qu'il faut monter en Terre Sainte. En tout cas, le Gaon de Vilna, de façon claire au niveau de la halakha, stipule qu'il y a un commandement de devoir monter en Terre Sainte quand c'est possible, et lui-même, donc, comme on a dit, a essayé de le faire. Secondo, le Gaon de Vilna a écrit des commentaires sur toute la Torah. Donc, il n'a pas écrit tellement de livres thématiques. Donc, l'étude du Gaon de Vilna est une étude très fastidieuse. Et des fois, certains chercheurs, même contemporains en Israël, du fait justement de la complexité de l'étude du Gaon de Vilna, de son approche, on pourrait dire multidisciplinaire, et d'un côté non thématique, ont du mal à cerner l'enseignement du Gaon de Vilna. Ça nécessite une étude très approfondie, que j'ai eu la chance de recevoir de quelques-uns de mes maîtres, entre autres, de mon maître, le Rabbi Tzur d'Abba Shaul, le Rosh Yeshiva de Poret Yosef, qui m'a enseigné justement les bases de la Pkida. La Pkida est un domaine principal chez le Gaon de Vilna. Dieu se souvient du peuple d'Israël, et à ce moment-là, il y a également une intervention des puissances, des nations, comme à l'époque de Cyrus, dans lequel Cyrus a fait sa fameuse déclaration. On est maintenant très proche de l'époque de Purim. La déclaration de Cyrus qui va permettre un premier mouvement d'immigration de Babylonie, qui après sera freiné à l'époque de Purim par Aman, à Cyrus, et qui va reprendre après à l'époque de Ezra et Néhémie. Le Gaon de Vilna dit, dans son commentaire sur le Tikkun Zohar, ce serait exactement la même chose dans la délivrance, dans la rédemption finale, dans lequel effectivement il y aura également des appels, il y aura également un besoin d'intervention de grandes puissances qui vont donner leur accord et qui vont permettre aux Juifs et aider les Juifs à monter en Israël. Cet enseignement de Gaon de Vilna sera repris
par ses disciples qui, comme on va le voir dans le suite de notre interview, vont faire des efforts énormes pour justement arriver à pouvoir mêler et à pouvoir avoir de bonnes relations avec le représentant des puissances étrangères. Alors, j'ai évoqué en quelques mots, pour présenter notre sujet, le contexte historique et géopolitique dans lequel se développe petit à petit cet alia des Pérouchim, de ses disciples. Mais est-ce que vous pouvez y revenir? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient dans ces années-là? Alors, dans les années avant 1808, on pourrait dire jusque la campagne de Syrie, de Palestine, de Napoléon Bonaparte, qui va commencer donc en 1798 et va échouer assez lamentablement en 1800-1801. Jusqu'à cela, la Syrie, la Palestine, ce qu'on appelle la Syrie-Palestine, autrement dit la Palestine d'aujourd'hui, jusqu'à Damas, Alep, etc., sont des zones qui sont vraiment à la limite de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui a été créé au XVIe siècle a atteint son apogée vers le XVIIe, XVIIIe siècle. C'est un empire qui est très grand, qui arrive au port de l'Europe. Il menace l'Europe, il arrive au port de l'Autriche, à la Russie. L'Europe craint, toutes les expressions françaises, fort comme un Turc et compagnie, datent de cette époque. Les Ottomans sont très forts. Et surtout, on réussit à lier des bonnes relations économiques et d'être un empire très attractif pour les puissances européennes. Les premières lois régissant le statut des marchands non ottomans ont été signés par François Ier en 1537 sans les capitulations. Donc, à l'époque, à la fin du XIXe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, la Syrie et la Palestine sont quasiment déserts. C'est des endroits qui ne sont pas très populaires. Les consuls étrangers sont en Syrie, Damas et Alep. La Palestine même est érigée par différents pachas et un pays qui a très peu d'intérêt, ni du point de vue économique, ni du point de vue social et culturel. Donc, il est majeur. Par contre, la campagne de Bonaparte va commencer à mettre la Palestine sur la sellette mondiale, puisque les Britanniques, les Autrichiens vont essayer de contrer Bonaparte, et soudain la Palestine va commencer à devenir un terrain international. Il va commencer à avoir un intérêt qui avant n'existait pas sur la question de la Palestine. Intérêt qui se fait en parallèle avec un problème beaucoup plus important qui est la question de l'Orient. Il est clair pour les puissances européennes que l'Empire ottoman commence un déclin, n'arrive plus à tenir. Il commence à y avoir des révoltes chez les Grecs et dans différentes parties de l'Empire ottoman. Et donc, à ce moment-là, il commence à y avoir une sorte de repartition qui aura beaucoup plus d'effet un siècle après, vers la Première Guerre mondiale, dans lequel on commence déjà à réfléchir de nouveau sur la mainmise de l'Empire ottoman sur ces territoires. Et c'est à cette époque-là, en 1808, que commencent à venir les premières vagues d'Aliyah de Lituanie, des disciples des Gaons de Vilna, surtout entre 1808 et 1815, époque dans laquelle donc il y a un petit tohu-bohu en Palestine. Suite à la défaite de Napoléon Bonaparte, il va y avoir une vague de pogroms à Jérusalem, à Hébron, à Safed contre les Juifs. À Jérusalem, il y aura également un massacre de chrétiens accusés évidemment d'être pour Napoléon Bonaparte. De collaborer. Les Juifs sont accusés de collaborer. Plusieurs articles dans certains journaux français, d'ailleurs, disent également qu'ils prétendent que Napoléon Bonaparte aurait aimé également pouvoir allier avec lui la juiverie mondiale dans son effort à lui de la conquête. Et certains mêmes textes prétendent à dire que Napoléon Bonaparte aurait promis de construire le troisième temple. Il y a tout un débat auprès des historiens sur la véracité de ces textes. Mais en tout cas, ils ont été imprimés à l'époque. D'où ils émettent. Est-ce que c'est une propagande politique? Mais ça illustre l'intérêt pour cette zone qui était délaissée. Pour cette zone, intérêt qui en fait en parallèle avec un mouvement millénisme qui est en train d'émerger en Grande-Bretagne suite à la Révolution française, dans lequel les mouvements protestants britanniques commencent également à avoir l'intérêt et à sentir que quelque chose est en train de se passer dans le monde, un grand événement. La Révolution française est quand même un événement mondial. La chute de la monarchie française est un événement qui est extrêmement important, et beaucoup de penseurs et de protestants britanniques, surtout de l'église anglicane, commencent à voir un mouvement qu'il va falloir diriger, certains même pensant que les Juifs doivent être maintenant le facteur du réveil et de la recréation d'une entité juive en Terre Sainte. Alors,
Pourquoi ce nom, les Pérouchim? Les Pérouchim veut dire, c'est un mot en fait qui date de l'époque du Second Temple, dans lequel nous savons que la communauté juive, on pourrait dire respectueuse, rabbinique, s'appelait les Pérouchim, qu'on appelle en français les pharisiens. Les Pérouchim, ça veut dire ceux qui se séparent. En fait, les Pérouchim, les élèves de Gaon de Vilna, avaient reçu le surnom des mitnagdim, c'est-à-dire des opposants à la chassidoute. D'après certains chercheurs, celui qui a le premier, on pourrait dire, qui a vraiment analyser ce terme, c'est le professeur Eliezer Rivlin dans un article paru en 1952, dans lequel il dit que les Pérouchim n'ont pas voulu avoir cette consonance un peu négative d'opposants à la chassidoute, mais ils ont voulu montrer qu'ils se sont séparés de l'exil, ils se sont séparés de la diaspora. On a donné une définition extensive. En disant, Pérouchim, nous quittons la diaspora pour rejoindre la Terre Sainte, et donc là, c'est devenu cette expression Pérouchim, qui jusqu'à aujourd'hui est devenue l'appellation contrôlée de cette vague d'Aliyah. De cette vague d'Aliyah des disciples de Gaon de Vilna. Alors, revenons sur un aspect central de votre recherche, à savoir l'apport de ces Pérouchim dont on parle à la construction de l'Israël prémoderne et de Jérusalem en dehors des murailles. C'est l'expression. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors, tout le côté de Israël prémoderne est un terme qu'il faut toujours faire attention là-dessus. En tout cas, il y a un grand débat, qu'on en reparlera, sur est-ce que les Pérouchim sont des annonciateurs d'un certain mouvement sioniste. Je pense en tout cas, sans entrer du tout dans cette démarche, d'ailleurs ma thèse se finit juste avant le début du sionisme moderne, donc vers 1870, avant les premières vagues d'Aliyah de 1880, les Pérouchim eux-mêmes, encore une fois, ont une attitude d'abord extrêmement pragmatique par rapport à ce qui se passe en Israël, et surtout, ils essaient de donner un apport autour de la mitzvah qui s'appelle la mitzvah du Yishuv Eretz Israël. C'est-à-dire le Gaon de Vilna et ses disciples voient une importance religieuse dans le fait de s'installer en Terre Sainte. S'installer en Terre Sainte ne veut pas dire créer des yeshivot et étudier. C'est tout à fait normal, on étudie la Torah parce que c'est une partie de la Torah. Ça fait partie de la vie. C'est pas pour ça qu'on fait l'Aliyah. On trouve déjà Rabbi Chaim Katz, qui était juge à Vilna et qui est un des premiers olim, ami intime de Rabbi Chaim de Volodjine, et qui, dans une de ses lettres, que Rabbi Chaim de Volodjine a insisté pour qu'ils achètent des terrains à côté de Safed pour commencer un programme agricole afin de respecter les commandements relatifs à la Terre Sainte, l'année sabbatique, les dîmes, etc., de façon tout à fait pratique. Il faut également se nourrir. Donc on voit également parmi les Pérouchim des projets agricoles. Encore une fois, tout est lié l'un à l'autre. On trouve également des projets industriels dans le but de pouvoir également créer une production économique interne. Il faut bien comprendre que jusqu'au Pérouchim, l'argent arrivait de l'étranger. Il y avait plusieurs fonds qui ont été créés pour aider les Juifs de Palestine, ce qu'on appelle la Chalouka. Les fonds, ils arrivaient, et après, ils étaient dispatchés entre les différents... distribués entre les différentes communautés ethniques, racidiques, sfaradites et autres. Les Pérouchim sont les premiers à vraiment créer des projets dans le but de pouvoir également donc créer des sources de revenus en Terre Sainte. C'est pas du tout évident. Le commerce est très difficile avec les Arabes. Il y a des problèmes également de langue. En général, chez les Juifs Pérouchim, les femmes travaillaient. En Terre Sainte, les femmes ne peuvent pas travailler. Donc il y a un problème assez important au niveau culturel, social, au niveau de l'emploi, que les Pérouchim vont travailler d'arrache-pied afin d'essayer de changer cela. Suite aux Pérouchim, plusieurs autres mouvements d'Aliyah, d'Hollande, d'Allemagne, et également certains juifs faradim vont également rejoindre ce courant et commencer à développer une activité agricole et industrielle à Jérusalem, également en Galilée. Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, en s'appuyant sur la définition que vous avez donnée du terme Pérouchim, de ceux qui se séparent, dire que cette sortie des murailles, d'une certaine manière, et toutes ces activités, entre guillemets, profanes, mais inspirées par la Torah et par une approche fervente de la vie, où on ne sépare pas le profane du saint, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi que cette sortie des murailles, c'est aussi ça, cette séparation, c'est-à-dire on sort de l'enfermement dans lequel on est resté des siècles dans la vieille ville, et puis on va construire à l'extérieur, puisque je crois me souvenir que ce sont des disciples du Gaon de Vilna qui ont les premiers édifié
les premières maisons en dehors de... Il faut être juste, du point de vue historique, pas les premiers, mais une fois qu'ils vont se mettre là-dedans, ce seront les plus importants. Alors, 2 mots sur Jérusalem que vous avez très bien cité. Jérusalem, il y a les murailles qui datent de l'époque de Soliman le Magnifique. Donc les murailles datent depuis très longtemps, du 9e, 10e siècle. Et Jérusalem est enfermée dans des murailles. Au-delà des murailles de Jérusalem, c'est le désert. C'est des brigands, c'est des hordes d'Arabes qui essaient de massacrer les gens qui sortent. Les chemins sont extrêmement dangereux. Plusieurs tribus prennent des voyageurs en otage. Il faut payer des rançons pour pouvoir arriver à Jérusalem. Les routes sont en très grand danger. Donc, il y a un problème. Donc être dans les murailles, c'est également être sécurisé. Parce que dans les murailles, il y a les institutions, le pacha, il n'y a pas vraiment la police. Mais disons, on est relativement plus en sécurité. Bien que la condition des Juifs dans Jérusalem... La condition des Juifs dans Jérusalem, les Juifs ne sont pas du tout enviables. Ils sont des dhimmis. Donc ça veut dire dhimmi au sens réel du terme. Diminués, on pourrait dire. Diminués, qui sont donc les dhimmis comme également les chrétiens. Mais les chrétiens ont beaucoup plus d'argent, ont également des bâtiments qui sont fortifiés. Vous voyez, tous les églises, les monastères qui sont en vieille ville sont très forts. Les Juifs n'ont pas ces moyens, n'ont pas le droit de pouvoir également acheter des biens, d'après la charia. Donc bien qu'ils sont très nombreux à Jérusalem, on va y revenir. Alors on va revenir. Ouais. Pour l'instant, au début, ils ne sont pas très nombreux. Et surtout, il y a un grand problème au niveau des Juifs ashkénazes. En 1700, Rabbi Juda Chassid de la ville de Jidlewicz de Pologne est monté avec 1 millier de Juifs, ce qui est une alia énorme. Mais en fin de compte, il est décédé peu après son alia. Il y a eu des grosses dettes qui ont été contractées afin de pouvoir acheter une 40aine de maisons. Et suite à ces dettes-là, les Arabes en 1720 vont détruire tous les bâtiments de Rabbi Juda Chassid. À cause de cette dette. À cause de cette dette, ce qui jusqu'à aujourd'hui encore, ça s'appelle la Khourba, donc les ruines de Rabbi Juda Chassid. Ils vont les détruire et les Juifs de Ashkenaz ne peuvent plus résider à Jérusalem. Ils sont en danger de mort puisque, d'après les Arabes, ils sont encore redevables des dettes pendant une centaine d'années. Il faudra attendre un des grands disciples du grand divin, Rabbi Menachem Mendel Shklov, qui en 1815 va décider de façon très courageuse avec quelques autres prochim de s'installer à Jérusalem. Pour l'instant, habillé comme un juif sfarade, et au début, il va prier, il sera membre de la communauté sfarade, mais doucement, il va arriver à pouvoir faire venir plus de juifs ashkénazes. Et surtout, nous trouvons qu'en 1820, le gouvernement d'Istanbul décide d'annuler les dettes de plus de 40 ans. Donc les prochim vont arriver avec énormément d'intelligence et de subtilité à obtenir un firman du sultan qui permet d'annuler toutes les dettes de la communauté ashkénaze. On construira dans cette lancée pour la 2e fois la synagogue de la Khourba. Qui mettra des dizaines d'années. L'inauguration n'aura lieu qu'en 1863, si je ne me trompe pas. Ça mettra plusieurs dizaines d'années. C'est cette même synagogue, je m'excuse de vous interrompre parce qu'on a cette photo derrière vous, de la synagogue reconstruite d'aujourd'hui, parce que cette synagogue reconstruite à l'époque, que vous mentionnez, va être détruite par les Jordaniens. Les Jordaniens, c'est un des premiers bâtiments qu'en 1848, dès l'armistice, soi-disant, les Jordaniens vont faire sauter tous les bâtiments juifs. Pour la 3e fois, on l'a reconstruit. Et là, maintenant, on vient de la reconstruire c'était donc en 2010. Voilà. Donc, cette Khourba est une histoire. C'est une synagogue qui date de l'époque de Nachmanide, dans lequel le Rabbi Zahir Horowitz de Prague va prier là-bas. C'est une très longue histoire. En tout cas, les prochim, donc, sont dans Jérusalem. Or, Jérusalem est une ville qui est fermée, avec énormément de problèmes sanitaires et des prix exobérants au niveau des appartements. Ce que vont faire, les premiers qui vont sortir d'abord, ce sera les Russes, qui vont créer ce qu'on appelle aujourd'hui Migrash Haroussim. Donc des Juifs, vous voulez dire? Non. L'Église orthodoxe russe va créer le Migrash Haroussim. Il va y avoir également un consul anglais, John Finn, qui également va créer une sorte d'institution un peu missionnaire en dehors des murailles. Le premier quartier, comme vous avez cité, de Montefiori, en 1855, Yamid Moshe, les terrains sont achetés en 1855. Le quartier va commencer avec 20 maisons à se développer en 1860. Mais là, à partir de 1860, les prochim décide de s'y mettre également. Un premier quartier, Nachalat Shiva, on pourrait dire l'héritage des 7 membres importants de la communauté, vont créer un premier quartier, et ensuite vont créer une série de quartiers, Me'acharim, Beth Israël, et après on arriveront à des centaines de familles qui sont en dehors des murailles. Être en dehors des murailles, c'est vraiment être pionnier.
il y a des Juifs il y aura des meurtres. Les Arabes attaquent constamment ces quartiers. Les quartiers doivent se défendre. Nous sommes dans des colonies. Des implantations illégales. Des implantations, non, à l'époque tout à fait légales. C'est en accord total, mais c'est illégal aux yeux des Arabes qui essaient de les attaquer. Mais effectivement, la Jérusalem, en dehors des murailles, commence à prendre une ampleur sans précédent et à la fin du siècle va commencer à devenir majoritaire et à devenir donc la ville de Jérusalem qu'on connaît aujourd'hui. Alors, dans cette recherche de thèse à la Sorbonne, mais aussi dans une autre recherche que vous entamez, vous soulignez à propos des Pérouchim l'importance de leur apport dans les relations entre leur communauté et les représentants des puissances européennes, à commencer par les missionnaires protestants, notamment britanniques, qui sont là. Et vous évoquiez le mouvement qui s'est développé en Grande-Bretagne, mais les représentants protestants en Terre Sainte vont accompagner la démarche des Pérouchim ou comment ça va se passer? Alors effectivement, alors là nous sommes, vous avez souligné une page de l'histoire juive, malheureusement, peu connue. Très peu connue. Je dis très peu connue pour différentes raisons qu'on pourra un jour analyser. Or, nous parlons d'une page qui est essentielle. Nous sommes en train maintenant de parler de la période pré-sioniste, sans rentrer dans les considérations, est-ce que cette période a pour but d'amener au sionisme ou pas. En tout cas, c'est une période qui, au niveau historique, va préparer la période du sionisme moderne et politique avec les premières vagues d'Aliyah en 1880. C'est une période dans laquelle, en fin de compte, Jérusalem et la Terre Sainte, mais surtout Jérusalem, va changer complètement, on pourrait dire quasiment d'orientation sur la scène locale ainsi que sur la scène mondiale. Et cela commence effectivement d'abord par l'utilisation des capitulations. Les capitulations donc, sont un système juridique établi à l'époque par François Ier, mais qui ensuite va devenir le système que les Ottomans vont établir au niveau juridique afin de permettre à des non-musulmans de pouvoir traiter avec eux au niveau des affaires. Donc on parle donc de représentants surtout au début c'est pour le commerce, qui ne peuvent pas s'appliquer la charia, parce que d'après la charia, un chrétien ou un juif n'ont pas le droit de témoigner. Donc, autrement dit, on ne peut pas faire des affaires avec des musulmans sous le cadre de la charia. C'est absolument impossible. De la loi donc coranique. Donc à ce moment-là, déjà au XVIe siècle, ont été décidés entre le sultan et les Français, ensuite avec toutes les autres puissances, à établir un système de protection des non-musulmans. C'est un système qui a pour but de développer le commerce. L'Empire ottoman a besoin de développer, de vendre ses marchandises. Ce système de capitulation, avec le temps, va également avoir des impacts politiques. Ça veut dire les consuls ont un droit de pouvoir et donnent le protectorat aux membres de leur pays à eux, donc à leurs ressentissants qui sont là dans l'Empire ottoman pour différentes raisons, et le consul devient une personne extrêmement importante qui a un pouvoir majeur. Les Pérouchim ne font pas de commerce. Ce pas des commerçants et encore une fois, l'intérêt économique de la Palestine est absolument nul et non avenant jusqu'on pourrait dire quasiment jusqu'au mandat britannique. Par contre, les Pérouchim comprennent, et je pense, j'ai écrit un article là-dessus, que c'est également lié donc à cette notion de Pkida, qu'ils doivent profiter justement de ce système de loi pour essayer de trouver un protectorat sous les consuls, qui permettrait également aux nations de commencer, à se mêler à ce qui se passe en Palestine, d'abord protéger les Juifs. Une des premières sources que nous avons date de 1822. Un missionnaire britannique, Lévis, est témoin d'attaques extrêmement violentes contre des Juifs, également même contre des grands maîtres, comme Rabbi Israël de Chiklov, qui a attaqué. Des attaques physiques, vous voulez dire, dans les rues. Rabbi Nachman de Chiklov est arrêté à la fête de Pessah, mis en prison par le Pacha afin de pouvoir, parce qu'il a besoin d'argent. De le rançonner. Tout à fait pour le rançonner, il est en danger de mort. Et à ce moment-là, ce Lévis dit, nous avons besoin, il a dit, la situation des Juifs est horrible. Les Juifs sont des facteurs majeurs de la rédemption du monde entier. C'est la théorie milicinisme évangéliste chrétien. Surtout au début anglicane. Et donc, il faut protéger les Juifs. Et déjà, il dit, il faut tout faire pour qu'il y ait des consulats. En fait, ça mettra quand même quelques années, mais en 1839, donc vraiment à la fin de la conquête de Mohamed Ali de la Palestine, les Britanniques décident de créer un consulat à Jérusalem. Jérusalem est une ville de 13 000 habitants. Autrement dit, c'est une ville dans laquelle on ne crée pas un consulat. Il n'y a aucune raison au monde de faire un consulat. C'est une petite bourgade, comme disait Chateaubriand. Une petite bourgade, tout à fait. Chateaubriand, d'ailleurs, qui est venu et qui a écrit pas mal d'écrits. Certains, d'ailleurs,
pas très très positif par rapport à la situation des Juifs. En tout cas, c'est une petite bourgade, et aucune raison de créer un consulat. Et effectivement, en 1839, est créé un premier consulat. Et là, comme le grand chercheur, le professeur Ilia de mémoire bénite le montre, il va commencer à y avoir un effet de boule de neige. En 1839, c'est créé le premier consulat. Suite au premier consulat britannique, les Autrichiens décident de créer quelques années, au début ce sera les Prusses, vont créer en 1841 un consulat. Les Français et la Sardaigne décident de créer un consulat en 1843, et les Autrichiens un consulat en 1849. Au début, les États-Unis également ont fait un consulat, mais qui va se rétablir qu'en 1856. En l'espace d'une douzaine d'années, les plus grandes puissances mondiales de l'époque, la France, l'Autriche, la Prusse, le Royaume-Uni, les États-Unis, et plus tard la Russie, qui en attendant un consulat à Jaffo, sont installés à Jérusalem. Jérusalem devient une ville internationale. Mais alors, ce sont les prémices de la réalisation de la Pekida, et là, les Prouchim, on le voit dans les documents des consulats, ont un statut privilégié. Les Prouchim, déjà, ont compris qu'il ne faut jamais accepter la nationalité, on pourrait dire, ottomane. Contrairement aux Chassidim, qui, en venant, ont été liés, se sont mêlés à la population sfaradique, qui était la population majoritaire, et donc sont devenus ottomans de fait, avec tous les problèmes que cela pouvait entraîner. Les Prouchim ont toujours refusé de façon systématique, et ont toujours été sous le protectorat, jusqu'à arriver à un fait que nous trouvons que Rabbi Zahir Bardeki, Rabbi Aryeh Neiman, Rabbi Shlomo Zalman Soref, parmi les plus éminents dirigeants de la communauté, vont devenir vice-consuls. Le statut de wakil, qui est un statut extrêmement important. Ils ont un dragoman, c'est un traducteur. Ils ont également une garde rapprochée. Ils vont devenir maintenant les vice-consuls en pouvant également émettre des permis et des autorisations de séjour, etc. Donc on arrive au fait que les Prouchim vont devenir des acteurs majeurs dans le développement diplomatique international des puissances qui voient en eux une population positive avec qui justement et qui est capable de donner justement le nombre de ressortissants qui nécessaire à ces puissances pour pouvoir également avoir force de poids, avoir un poids considérable en Terre Sainte. Alors un autre aspect de votre recherche, votre thèse, précisons-le, compte tenu de sa profondeur et de son haut niveau d'érudition, a obtenu les félicitations du prestigieux jury de la Sorbonne, donc quand vous l'avez présenté en 2016, et j'ai eu le privilège d'être là. Eh bien, cette thèse s'inscrit dans un débat bien plus vaste, existant depuis très longtemps dans le milieu académique en Israël, entre plusieurs historiens israéliens de renom, sur l'apport justement des Pérouchim dans la construction de l'Israël moderne. Et il y a des divergences. Alors, initiez-nous en quelques mots. Alors, mon cher Richard, là, je dis que c'est mettre le doigt sur, je pense, un des problèmes majeurs sur la non-connaissance, la non-publication de tout cet aspect du XIXe siècle dans le large public. Il y a effectivement un débat, une polémique acerbe. Entre chercheurs israéliens. Entre chercheurs israéliens. Alors, premier point, tout ce domaine de recherche, en tout cas en français, j'ai l'honneur, je pense, d'être le premier à avoir fait cette recherche en langue française. Mon directeur de thèse, le professeur Paul Fenton, l'a souligné, et cela a été souligné par la plupart des très grands chercheurs français qui ont été mêlés à ma thèse. Quelques études ont été faites en anglais, très peu, et surtout basées sur ce qui se fait en Israël. Ce sujet, donc l'histoire juive de Palestine au XIXe siècle, est jusqu'à maintenant principalement un sujet qui a été traité dans les universités israéliennes, contrairement à beaucoup d'autres sujets historiques qui ont, lui, trouvé une oreille attentive dans les grandes universités à l'étranger, surtout en Angleterre, aux États-Unis et un peu également en France. C'est un problème israélien. Le problème commence d'abord à savoir, est-ce que cette attitude des Prouchim, qui est une attitude pragmatique, donc qui développe un système scolaire, qui développe un système économique, qui crée des usines, pour la première fois, il y a des usines qui sont créées, qui apprennent l'arabe, qui parlent arabe, qui traitent avec les arabes, qui traitent avec les consulats, qui deviennent, comme on avait dit, vice-consuls
de consulats autrichiens, prusses. Enfin, on parle de personnes qui après, quand il va y avoir au début de la seconde partie du XIXe siècle, 1855-1860, il y a à peu près 1500 juifs qui sont sous protectorat autrichien. C'est-à-dire l'Autriche a une présence, grâce aux juifs, est présente. Tous ces changements, est-ce que ces changements sont un pressionnisme? Est-ce qu'il y a dans cette attitude une attitude qui va après amener à être un pont avec le sionisme moderne, ou bien il y a aucune relation? Et là, il va y avoir deux courants. Il y a un courant, on pourrait dire, un peu messianique, un chercheur remarquable, Aryeh Morgenstern, mais d'autres également qui l'ont rejoint, Raphaël Shochat, Lieber aux États-Unis, ils rejoignent un peu ce courant, disant qu'effectivement, il y a derrière l'enseignement du Gaon de Vilna également un aspect messianique de la limite des temps, ce qu'on appelle le Ketz. Il y a la limite de l'exil. Et à ce moment-là, il faut se presser pour revenir en Terre Sainte. Il y a un système, il faut accélérer le processus de la rédemption. Il y a des dates clés. Tafresh, par exemple, 1840, d'après la tradition juive, d'après certains kabbalistes, est une date de rédemption possible. Donc c'est pour ça qu'il explique que ce mouvement d'Aliyah a lieu avant 1840, etc. Et contre ce mouvement, je pourrais dire, en tout cas à l'opposé, il y a une série de chercheurs, plus de milieux séculaires, mais pas uniquement, qui disent qu'il n'y a aucune relation entre les prouchim et le sionisme. On parle des périodes complètement différentes. On peut expliquer chaque action des prouchim de façon extrêmement précise. Et ce sont des actions locales. La sortie des murailles, Israël Bartal va dire la sortie des murailles est tout à fait normale. On n'a pas où habiter. Il ne faut pas voir de ça ni du sionisme ni du colonialisme. Il y a des problèmes qu'on connaît également dans d'autres villes, à la même époque, dans le monde entier. Il y a le fait de créer des usines est un problème tout à fait vital et nutritif, empirique, etc. Donc, il y a deux courants. Ça fait 40 ans que les deux courants se battent. C'est des dizaines d'articles d'un côté et de l'autre, et qui font qu'en vérité, certains chercheurs ont un peu peur. Je vais vous dire un exemple. Bon, je suis en relation avec différents éditeurs israéliens qui sont très intéressés par sortir une édition en hébreu de la thèse. Un grand éditeur spécialiste de l'histoire de Terre Sainte m'a dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte quand même que vous rentrez... » Vous mettez les pieds dans le plat. Vous mettez les pieds dans le plat. Est-ce que vous vous rendez compte qu'est-ce que vous faites? Ou bien, de façon même plus pragmatique, un très bon ami à moi qui est un professeur de pensée juive dans une université très respectable, m'a dit « Emmanuel, dans 10 ans, est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi comme étant... celui qui a adopté la thèse de Morgenstern ou la thèse de Bartal? » Et je lui dis non, je pense que j'ai défini un nouvel axe. Il m'a dit, mais c'est incroyable, ça fait 40 ans que personne n'a défini un nouvel axe. Donc effectivement, il y a un problème. Je pense qu'effectivement, une analyse beaucoup plus profonde de ce qui se passe, plus pragmatique, permet, en tout cas à mes yeux, de dire qu'effectivement, il y a eu un développement qui s'est fait. Ce développement va être utile, dans le début du sionisme, va quand même trouver un terrain positif. Et pour donner un exemple, qui à mon avis est un exemple extrêmement important, c'est justement le côté des capitulations. J'ai retrouvé dans un journal qui a été écrit par le fils de Joël Salomon, qui est donc un des fondateurs de la colonie de Petar Tikva, qu'au début, quand ils ont acheté les terrains de Petar Tikva, qui sera la première colonie agricole, qui va symboliser après tout justement le début des colonies agricoles sionistes, Rishon LeZion, Zichron Yaakov, etc., qui a été construite par des prouchim en 1878, 1880, les Arabes ont essayé d'annuler tous les contrats de vente qui ont été faits. C'est le consul prusse, je crois, de Jaffo, qui va sauver la colonie de Petar Tikva. Maintenant, il faut bien comprendre, ce consul, c'est pas ex nihilo, c'est pas que soudain un consul décide d'aider les Juifs. Je montre dans ma thèse qu'il y a déjà une quarantaine d'années, 50 années de bonnes relations entre les Juifs et différentes puissances qui font que les consuls, au début des premières aliyahs de sionistes, vont également se mêler pour sauver l'aliyot sioniste par rapport à l'Empire ottoman qui fera tout pour les annuler. Donc en fait, je pense qu'il y a un processus qui est plus complexe, et sans voir de ça une vision sioniste, il y a en tout cas une vision pragmatique qui après va donner des résultats tangibles et va aider également le développement du sionisme moderne.
Alors, juste avant de vous poser une ultime question, vous vouliez citer, parce que c'est très important, c'est la concrétisation de notre vision à la fois historique et géopolitique, l'apport démographique de ce mouvement qui a établi complètement une majorité juive, sans rentrer dans de nombreux chiffres, mais vous vouliez citer quelques... Oui, alors c'est un point qui est fondamental. En 1840, donc, va commencer à se définir un changement profond de la démographie de Jérusalem. Pourquoi ? Le 1er janvier 1837, il y a eu un très grave tremblement de terre à Safed, à peu près 7,2 sur l'échelle Richter, qui a complètement détruit la ville. Donc, les Juifs de Galilée sont en très mauvaise posture, tout est détruit. 1838, révolte des Druzes, et le peu de Juifs qui restent encore à Safed se font massacrer, pillés, volés et malheureusement violés par les Druzes en 1838. La situation des Juifs de Galilée est catastrophique et la communauté des Prochim de Safed décide de quitter Safed et de rejoindre Jérusalem. Il y a un apport de plusieurs centaines de Juifs de Galilée qui vont rejoindre Jérusalem et nous trouvons en 1840 déjà que les Juifs sont la population religieuse la plus importante de Jérusalem. Il y a plus de juifs que de musulmans ou de chrétiens. Dès 1840. Dès 1840, il y a, d'après tous les chiffres, il y a à peu près 5000 juifs, 4600 musulmans, 3300 chrétiens. En 1840, donc, suite à l'arrivée des juifs de Galilée, Jérusalem devient une ville dans laquelle les juifs sont la communauté religieuse ethnique la majoritaire. Entre 1860 et 1870. 100 ans. Donc, entre 1860 et 1870, en l'espace de 20 ans. Ah, pardon. En l'espace de 20 ans, durant cette période, les Juifs deviennent la population majoritaire absolue de Jérusalem. Il y a plus de Juifs que de toute autre religion. Il y a, en 1870, 11 000 Juifs et moins que 11 000 non-Juifs. Depuis 1870, Jérusalem est une ville juive jusqu'à nos jours. D'abord, c'est des points qui sont extrêmement importants. On parle aujourd'hui de Jérusalem, le consulat britannique, etc. Jérusalem est une ville juive depuis le 19e siècle. Je parle de l'époque de l'Empire ottoman. Majoritairement juive. Majoritairement juive. C'est une ville qui est majoritairement juive, dans laquelle les Juifs, encore une fois, ont des fonctions politiques au sein des consulats. Les Juifs, la majorité, David Yalin explique, à la fin du 19e siècle, les Juifs détiennent à peu près 60% des commerces de Jérusalem. Donc c'est une ville qui est une ville juive, sous autorité ottomane. Mais Jérusalem n'est plus une ville arabe ou une ville chrétienne. Jérusalem, on parle maintenant que l'apport des Prochim et les mouvements d'Aliyah après 1850, 1860, avec une très grosse Aliyah d'Europe de l'Est, la population ashkénaze en 1870 devient déjà une population qui a le même nombre d'habitants que la population sfarade, qui pourtant, elle, a été majoritaire depuis la destruction du temple. Donc nous parlons maintenant réellement d'un changement profond. Jérusalem devient la ville principale de Palestine, et également, mais dès le départ, dès le fait que Jérusalem devient la ville la plus importante de Palestine, quasiment on ne pourra pas parler de capitale, la capitale c'est Istanbul, c'est Damas, mais la ville principale de Palestine, en étant une ville juive, à majorité juive, dans laquelle les juifs ont déjà maintenant un pouvoir et une force économique et autres extrêmement importantes. Les écoles d'ailleurs d'Etzraïm, dont vous avez parlé, en 1880, vont recevoir également l'abord et l'accord du ministère de l'Éducation d'Istanbul. C'est-à-dire, elles vont, suite effectivement à l'étude des différentes matières profanes, il y a une nouvelle loi, il y a des lois de 1867 qui régissent le statut des écoles dans tout le sein de l'Empire ottoman. Les institutions des Prochim sont des écoles agréées par l'État. Comme il y a venu aujourd'hui en France, comme les écoles comme Hasmonaïn à Londres. Ce sont des écoles agréées par le gouvernement. Donc on parle vraiment d'un changement extrêmement profond de l'homogénéité juive et surtout de la présence juive et de la faculté de pouvoir développer cette présence au sein d'une Palestine qui va devenir une Palestine plus moderne et plus adaptée également à on a vu avec Eliezer Cherki, puisque j'ai cité l'émission qu'on avait faite avec lui sur la bataille de Jérusalem, la bataille actuelle et les mensonges de l'UNESCO avancés par le bloc arabe et une partie des Européens concernant le non-héritage juif à Jérusalem. On va voir que justement c'est cette affirmation juive à Jérusalem qui va déclencher la convoitise et même l'intérêt des différentes puissances et pays arabes qui jusque-là se moquaient complètement de ce qui se passait là-bas. Enfin, personne, effectivement, jusque
Donc jusqu'à cette période où les Juifs commencent déjà, et surtout les Juifs et surtout également les chrétiens. L'époque de la conquête de la Palestine par Mohamed Ali entre 1831 et 1840 va permettre soudain qu'une vague énorme de pèlerins qui vont venir de tout le monde chrétien, parce que jusqu'à maintenant ils ne pouvaient pas venir, mais là ils pourront venir. Donc et effectivement, Israël, enfin, la terre d'Israël commence à devenir une terre intéressée, mais il faut bien comprendre, les Britanniques, en créant le consulat en 1839 et en donnant le protectorat aux Juifs, Palmerston, le le ministre des Affaires étrangères, déclare qu'il faut donner le protectorat des Juifs et que les Juifs sont le facteur majeur du retour à Sion et de l'établissement juif. Les Britanniques font tout pour aider les Juifs. On parle de 1839, on ne parle pas de la déclaration Balfour de 1917. Je pense que la déclaration Balfour, avec tout le côté historique lié à la Première Guerre mondiale, mais en vérité, je ne pense pas qu'elle aurait peut-être même pu être réalisable s'il n'y avait pas eu déjà 80 ans d'antécédents et de relations privilégiées entre les Juifs et les Britanniques. Comme vous le disiez, c'est très important de préciser tout cela parce que c'est des phénomènes à la fois géopolitiques et démographiques qui sont très peu connus. Enfin, une dernière question, puisque nous arrivons au bout de notre entretien. Pourquoi, je reviens au début en fait, pourquoi avoir précisément choisi ce thème-là pour votre thèse donc en histoire des religions, présentée à la Sorbonne, et qui va faire l'objet sous peu de la parution d'un livre grâce aux bons soins d'un excellent éditeur installé en Suisse. Est-ce que pourquoi vous avez mis les pieds dans le plat de cette recherche? Alors, voilà, une question très personnelle, mais je veux quand même, à mes auditeurs, je vais vous le dire. Bon, principalement, je suis descendant du Gaon de Vilna. Et depuis que je suis peut-être assez jeune, j'ai commencé à étudier les enseignements de Gaon de Vilna. J'ai un intérêt très fort pour l'étude biblique. J'ai fait une sorte de CAPES biblique en Israël. Et j'ai commencé j'ai travaillé plusieurs années dans le domaine de l'Aliyah, au ministère de l'Intégration, où j'étais responsable d'un projet très important de l'Aliyah occidentale. Et je voulais faire une recherche liée sur ces sujets. Je pensais faire une recherche plus moderne sur la redéfinition de la notion de nation entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. En fin de compte, mon maître, le Rav Van Gorp, m'a mis en relation avec le professeur Fanton. Et le professeur Fanton a suggéré le sujet que j'ai abordé en me disant « Monsieur Schibert, revenez aux sources. Il y a une période qui n'a pas été assez traitée. Le 19e siècle est quand même une période qui va préparer... Charnière pour comprendre les phénomènes. Elle n'a pas été traitée. Et donc, c'est le challenge que le professeur Fanton m'a soumis et que je suis très heureux d'avoir réussi après beaucoup d'années de recherche à pouvoir réussir à présenter ce travail. Un défi que vous avez brillamment relevé. Emmanuel, merci beaucoup pour ce parcours qui était un parcours d'érudition, mais aussi un parcours historique, tout à fait la pièce qui manquait un petit peu à l'édifice que nous avons essayé d'élaborer sur Jérusalem et la centralité indiscutable, bien qu'elle soit discutée, de Jérusalem pour le peuple juif. On vous remercie de votre attention et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain magazine. À bientôt.